Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, tu veux analyser les primes qui ont été données à 1800 cadres de la ville de Montréal? Analyser, je sais pas Mario, mais c'est quand même assez surprenant comme décision. Ça me fait penser à l'époque où Bombardier recevait de l'argent public, puis se tournait de bord, puis il donnait des gros bonus là, à ses dirigeants. Tu te rappelleras, ça avait fait quand même crier pas mal. Là, cette fois-ci, c'est la ville de Montréal qui, pour des raisons relativement inexpliquées, et si tu veux mon avis, inexplicable, Mario, a décidé spontanément de donner de l'argent à ses cadres dirigeants qui ne le demandaient pas particulièrement. Il n'y a pas vraiment de raison là, très logique à tout ça. Oui. Moi, je le sais. Moi, Mario, Ce sont des primes, parce que ce sont des primes à la performance, parce que moi, tous les jours, je suis en mesure de constater comment tout va bien à Montréal. Mais ça pour dire... Faut que ça soit récompensé, Francis. Il faut être juste, là. Et il y a même, Mario, deux sons très différents entre la présidente du comité exécutif, Dominique Olivier, qui a dit un certain nombre de choses, et la mairesse qui a dit tout autre chose. Donc, on rappellera que dans les faits, ces cadres-là n'avaient pas reçu de bonification en 2020. C'était la pandémie. Tout le monde se serrait la ceinture. Et donc, d'un côté, Madame Olivier dit ce n'est pas le bonus de 2020. On avait dit qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune notion de rattrapage. D'ailleurs, ces cadres-là qui n'avaient pas eu de bonus en 2020 avaient reçu des jours de vacances additionnels en échange. Fait que, tu sais, ils l'ont eu, là, leur bonus. Et Madame la mairesse Plante dit, elle, que oui, c'est ça. Mais en fait, tu te rappelles que depuis 2020, Mario, avec l'attrition naturelle dans ces postes-là, il y a plein de gens qui ont quitté, qu'on va pas rappeler là, dans leur nouvel job pour leur envoyer des chèques. Et il y a plein de gens qui n'étaient pas là en 2020, qui sont arrivés et qui vont, eux, recevoir le bonus malgré tout. Donc, franchement, cette ligne-là ne tient pas la route. Donc, en tout, c'est un 6 millions de dollars, Mario, qui sort là, du budget de la ville, qui, comme je dis, qui est relativement inutile, parce que si tu ramènes ça à chaque individu, Mario, on parle d'un chèque de 3100 dollars qui va être imposé. Donc, entre toi et moi, des gens qui déjà sont dans des 6 chiffres, ça va pas faire le jour et la nuit, là, où ça va pas les empêcher de quitter ou pas quitter l'emploi de l'administration municipale pour 1500 dollars après impôt. Là. Donc, encore une fois, là, ça semble être une nouvelle forme là, de mauvaise gestion financière de la part de l'administration. Surtout, et c'est assez particulier. Oui, surtout avec les besoins qu'il y a. Ça aurait pu être mis, on pense à ça, ça aurait pu être mis sur les pistes cyclables, là où sont les besoins. J'allais dire quelque chose d'autre, mais je pense que je vais m'arrêter là. Mais Mario, pour de vrai, tu comprends que ça fait des semaines que Mme Plante court les tribunes pour demander de l'argent pour l'itinérance, pour le logement, pour un paquet d'affaires. Le logement, OK, plutôt que les pistes cyclables. J'avais pas pensé au logement, que c'était une priorité. Excuse-moi, je pensais juste aux pistes cyclables, moi. 6 millions de dollars, c'est pas la fin du monde, Mario, mais c'est juste qu'à force de mauvaise gestion financière comme celle-là, ben un 6 millions, puis un autre, on se demande ultimement, puis je serais bien intéressé de voir là, quelles vont être les hausses de taxes là, pour les Montréalais lors du prochain budget. Tu sais, depuis l'élection de Mme Plante, le budget de la ville a complètement explosé, puis évidemment, c'est en raison notamment d'incapacité à contrôler les dépenses, comme on en a la manifestation aujourd'hui. Donc, en réaction à ça, Mario, tu t'imagines bien que les syndicats sont comme qu'est-ce qui se passe? Tu sais, évidemment, pendant la pandémie, là, tous ces travailleurs-là, tous ces chefs-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, Mario? Ils étaient chez eux, là, pas de pantalon, là, en train de faire du télétravail, pendant que l'École bleue était en train de réparer des nids de poules, de servir les citoyens, d'être aux guérites, de pogner la COVID. Fait que, tu sais, ils ont eu les jours de vacances, ils ont eu tout le luxe du télétravail, du travail hybride, puis pendant que l'École bleue faisait toute la job sale, puis évidemment, à qui on donne le bonus? Ben, au premier et pas au dernier. Donc, franchement, ça augure très mal pour d'éventuelles négociations là, avec le syndicat de faire des mauvaises décisions comme celle-là. Moi, Francis, je suis pas aussi sévère que toi. Moi, j'accepte cette prime-là, vu que ça va très bien à Montréal. La seule affaire, c'est que si l'année prochaine, ça va pas aussi bien que présentement, là, j'espère qu'on leur coupera, mais comme présentement, je regarde la situation de la circulation, je regarde la situation de l'itinérance, je regarde la propreté de Montréal. Je me dis, présentement, ça va tellement bien à Montréal que c'est normal qu'il y ait des primes à la performance. Il faudrait pas perdre cette performance-là, là.
Non, il faudrait surtout pas, Mario. Danger. Quoi? Je veux pas être cynique, là, mais des choses que je comprends pas. Faut dire que j'ai été marqué hier soir, je suis allé au théâtre avec madame, je suis sorti, puis la rue Saint-Urbain, qui est une 3 voies de large, était réduite à une voie. Des cônes, là, des cônes partout, pas de travaux, tu sais pas ce qui se passe, tout est jamais dans toutes les directions. Fait que, parler des primes à la ville de Montréal ce matin, j'aime mieux faire des pour jokes la performance, que dire... Ouais, j'aime mieux faire des jokes que de dire ce que je pense vraiment. C'est mieux pour l'atmosphère d'un vendredi. Moi, je te trouve très performant, Mario, si ça peut te rassurer. Ouais, ça va. François Legault qui promet d'investir plus significativement dans le logement. Mais est-ce que ça va passer par un partenariat avec les villes? Ben, manifestement pas. Puis je sais pas s'il y a un lien à faire entre mon sujet numéro 1 et celui-là, Mario, mais M. Legault, aujourd'hui, là, était sur la tribune de la Fédération des municipalités du Québec et il a annoncé que lors du mini-budget là, qui allait être dévoilé en novembre prochain par le ministre des Finances, Éric Girard, il allait y avoir du nouvel argent pour le logement. C'est une bonne nouvelle. Plusieurs personnes le réclament, des groupes de pression, des gens spécialisés dans le domaine. Moi-même, Mario, comme économiste, je pense qu'il y a un rôle pour l'État à jouer dans le règlement de ce problème-là. Par contre, ce qui m'a un peu fait rigoler, sourire, c'est qu'en fait, l'argent ne va pas transiter par les villes, donc il n'y aura pas d'avantage de transfert. Donc, il y a différents mécanismes là, qui permettent ça. Et ce que ça veut dire indirectement, Mario, là, en tout cas, M. Legault l'a pas dit comme ça, mais c'est qu'en gros, il fait pas confiance aux villes, que s'ils leur transfèrent de l'argent, ils vont pas le mettre justement vers le logement ou en tout cas, ils vont pas le gérer adéquatement pour que ça fasse de véritables logements. Évidemment, c'est un pied de nez là, aux maires de Québec, la mairesse de Montréal, de Gatineau, de Longueuil, qui s'était un peu là, échauffé là, ces dernières semaines à réclamer des sommes additionnelles. Il y aura des sommes additionnelles, mais ça passera pas par leur portefeuille à eux et à elles. Et donc, on espère que les sommes seront au rendez-vous. Puis on se demande évidemment comment les villes vont réagir face à cette intervention directe sur leur territoire par le gouvernement provincial, Mario. Oui, ça va être à suivre. Il y a une vingtaine de sénateurs, là, ceux qui sont plus affiliés au mouvement Donald Trump, qui sont en train de faire dérailler aux États-Unis, au Sénat, qui sont en train de faire dérailler, à la Chambre, je devrais dire, mais tout le processus pour éviter ce blocage budgétaire, là, ce qu'appellent les Américains le shutdown. Remarque, c'est drôle que dans un grand pays structuré comme ça, on soit aussi souvent à cette étape ultime de la peur de manquer d'argent. Ben, c'est pas manquer d'argent, c'est qu'en fait, le gouvernement, c'est ça. De capacité d'endettement, Mario, c'est un peu comme si à chaque fois, il fallait redemander une augmentation de sa limite de carte de crédit et que c'était un comité constitué d'à peu près 400 personnes qui devaient décider si oui ou non on donnait aux citoyens américains la possibilité d'avoir un gouvernement. Donc, le cas échéant, il y a eu un vote qui vient de se terminer là, au Sénat américain, puis ça a été défait. Puis ce qui est particulier, Mario, c'est qu'en fait, il y a 198 républicains qui ont voté en faveur de cette nouvelle motion là, qui a été avancée par le leader de la Chambre, Kevin McCarthy, mais il y a 21 républicains qui ont voté contre, et donc ces 21 républicains-là, combinés aux 211 démocrates, ça donne la majorité. Et ce qui est assez particulier pour moi, Mario, quand on regarde ça, c'est que de facto, c'est cette vingtaine là, de sénateurs républicains fait le jeu des démocrates, là, tu comprends? En fait, ils votent avec les démocrates contre les motions, et donc, ultimement, ils sont en train de faire un dommage très grave à leur parti. Mais je pense qu'on est dans la politique beaucoup. Là. Ils veulent faire sauter peut-être McCarthy. Je pense qu'il y a une joute politique qui se joue plus profondément. Puis, tu sais, l'affaire budgétaire, c'est comme si... Il n'y a plus personne qui a vraiment peur de ça, là. Tu sais, tout le monde se dit, ouais, mais c'est un jeu, là, tu sais, on va le débloquer à la dernière minute. Oui, puis... effectivement. Faut rappeler que M. McCarthy avait été élu, là, ça avait été très, très, très compliqué. Je pense que ça avait pris 14 ou 16 votes, là, je me rappelle plus. Puis, évidemment, c'est toujours cette même frange qui est très associée à M. Trump, qui fait des misères au Parti républicain. Donc, c'est intra-Parti républicain, tout ça, que ça se joue. C'est une frange, là, qui veut couper massivement la dépense de l'État, évidemment. Et donc, il y avait eu une entente de principe qui avait permis l'élection de M. McCarthy, mais ils n'avaient pas mis sur papier qu'ils allaient couper le budget. Ils avaient dit, on va faire des efforts. Là, il y a un rendez-vous, évidemment, celui-ci là, concernant la capacité de dépenser pour financer l'État fédéral. Ce même groupe de 20 personnes-là continue à faire des misères. Et évidemment, il y avait une clause qui avait été mise par écrit, Mario, lors de cette entente-là qui a mené à l'élection de M. McCarthy, c'est qu'il pouvait
s'allier pour le destituer de son rôle. Et donc là, si éventuellement ça venait qu'à être le cas, ça veut dire qu'on se relancerait dans une autre crise, elle, très politique, de redevoir nommer un speaker là, de la Chambre républicaine. Ce qui n'avait pas été facile. Et ça sera pas facile, ça va être pire, je pense, une prochaine fois, parce qu'au moins, M. McCarthy avait réussi à faire un compromis. Je sais pas qui va pouvoir faire ce job-là la prochaine fois. Mais encore une fois, la crise qui est d'abord économique pourrait se transformer en grave crise politique aux États-Unis. Tout ça sur trame de fond d'une année présidentielle là, qui s'ouvre là, dans quelques semaines. Donc, ça m'intéresse vivement. Puis évidemment, s'il y a plus de services aux États-Unis, Mario, ben peut-être qu'ils pourront leur donner des bonus et pourront venir benchmarker la ville de Montréal. Merci, Francis. Voilà. Salut. Après, bon week-end.